Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je reçois Cédric Khalifa, un collègue coach que j'ai rencontré récemment sur LinkedIn et dont les valeurs me parlent énormément. Authenticité, bienveillance, audace et j'en passe. Cédric a su se créer une vie sur mesure dans un cadre somptueux. Bienvenue Cédric, et histoire que nos auditeuristes apprennent à mieux te connaître, j'aimerais tout d'abord te demander, qui es-tu? Salut Nadège, d'abord merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te suivre sur les réseaux et d'être avec toi maintenant. Qui je suis? Moi, je suis un gars qui aime la simplicité. Je commence par ça parce que c'est ma valeur numéro une et que quand on est coach, on parle souvent de valeurs. Et moi, j'aime les choses simples, j'aime qu'on les rende simples. Et du coup, j'essaie de me construire la vie la plus simple possible et d'aider les autres à se construire aussi la vie la plus simple possible. J'aime rire, j'aime partager, j'aime donner, je considère que la vie c'est un jeu. J'essaye de la rendre comme un jeu le plus possible, parce que dans la réalité c'est assez compliqué comme ça, donc je fais tout pour en faire un jeu. Et puis sinon, j'ai 39 ans déjà, le temps passe. Je suis un passionné de psychologie. Je suis un passionné également de montagne et de trail. Euh, je cours des trails. J'ai une autre activité d'ailleurs, je ne sais pas si j'en parlerai, mais j'ai une activité où avec un autre ami, on est coach et on emmène des équipes en montagne et on fait du coaching. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis sinon, très rapidement, j'ai été dans des entreprises, j'ai managé, j'ai eu des responsabilités, comme beaucoup de personnes. J'en ai eu marre, ça m'a saoulé. Beaucoup trop de souffrance à mon niveau, voire même que j'en provoquais auprès de mes équipes. Parce que parfois, dans les entreprises, on est obligé de porter des messages avec lesquels on n'est pas d'accord. Et puis un jour, je me suis dit, bah non, ça suffit, quoi. À un moment donné, la vie, ça a un sens. Et c'est surtout pas de faire des tableaux Excel. Donc, je me suis reconverti dans le coaching depuis 3 ans et demi. J'ai eu la chance et l'opportunité de former des coachs pendant 2 ans dans une académie de coaching en Suisse. Et puis, en parallèle, j'ai également créé mon activité de coach. Et aujourd'hui, j'accompagne justement les coachs qui démarrent. Parce que devenir coach, c'est une chose, mais devenir entrepreneur, c'en est une autre. Et avoir les codes de l'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Je suis passé par là et j'en ai vu beaucoup souffrir et abandonner. Donc, c'est un peu ma petite lutte, ma petite souffrance à moi. Donc, je les aide à travers un programme d'accompagnement notamment. Et puis voilà. Et puis, j'ai une autre activité, donc comme je l'ai dit, où je fais du coaching en montagne et ça, c'est l'éclate totale. Trop bien. Merci pour cette présentation. Et effectivement, ça a l'air d'être l'éclate. En tout cas, moi, je sais que quand je t'ai découvert sur LinkedIn, j'ai été hyper touchée par tes marches narratives et je me suis dit, waouh, quand je serai grande, je ferai ça aussi. Voilà, donc c'est sur, c'est sur le feu. Cédric, c'est quoi pour toi une vie kiffante? Une vie kiffante, c'est une vie où tu t'autorises à être toi déjà, premièrement. C'est-à-dire une vie où tu laisses le regard des autres aux autres. Une vie où tu n'es pas impacté par ce que vont penser les autres avant même qu'ils t'aient dit quoi que ce soit. C'est une vie où du coup tu es focus sur toi. Et tu fais les choses qui te semblent alignées, qui font sens pour toi et qui surtout résonnent dans ce que tu es et ce que tu veux être. Ça, c'est la base, vraiment de laisser le regard des autres aux autres. C'est la première chose parce que euh, voilà, pour kiffer sa vie, faut bien se connaître, il faut quand même avoir une certaine estime de soi pour oser faire des choses. Et en général, quand le regard des autres a une importance plus grande que celle que le regard qu'on se porte sur soi, alors à ce moment-là, on n'a pas la vie qu'on veut, quoi. On a la vie que les autres veulent qu'on ait pour eux. Donc la première chose, c'est ça, c'est vraiment laisser le regard des autres aux autres. La deuxième chose, c'est de vivre des expériences un maximum, quelles qu'elles soient. Expérience, ça ne veut pas dire faire le tour du monde. J'aimerais bien, mais je ne l'ai pas fait et je pense que je le ferai jamais. Les expériences, c'est vivre des émotions. Parce que on a besoin de vivre des émotions. Notre corps, notre mental a besoin d'enregistrer des informations liées à des émotions positives, tant qu'à faire, hein, ou à éviter les traumatismes. On en a suffisamment eu. Et pour ça, faut vivre des expériences. Et du coup, vivre des expériences, c'est faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et c'est oser aller vers sa zone d'incertitude. Je préfère parler de zone de certitude, d'incertitude, plutôt que de zone de confort ou d'inconfort. Parce qu'en fait, le cerveau, il n'aime pas l'incertitude. Il aime l'incertitude. Et je trouve que quand on est dans l'incertitude, c'est-à-dire le moment où on lâche prise, en fait, parce qu'on ne maîtrise pas, on est dans l'incertitude, à ce moment-là, il arrive toujours des trucs incroyables. Et d'ailleurs, souvent, c'est quelque chose que j'ai écrit dans ma dernière newsletter, souvent, les moments les plus fous qu'on retient dans nos souvenirs, notre mémoire, enfin les plus fous certains, c'est souvent des moments où justement il y a ce lâcher prise, où on ne contrôlait pas les choses, où il y avait l'imprévu, l'aléa, etc. Et qu'on l'a accepté, et en fait, notre corps et notre mental a complètement épousé ça, et du coup, ça a donné une espèce de feu d'artifice
Donc, deuxième ingrédient, c'est vraiment ce côté vivre des expériences pour avoir des émotions positives. Parce que à la fin, quoi qu'il se passe, la seule chose qui restera, ce seront les expériences vécues, hein. Malheureusement, c'est comme ça pour tout le monde. Donc, autant en vivre un maximum. Et puis, dernière chose, sourire et à la vie, quoi. Rire et sourire. Voilà, c'est... Des fois, je pense que je peux paraître pas sérieux, parce que je rigole beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est carrément OK. Moi, je préfère kiffer avec des gens qui rient. Et ceux qui rient pas, c'est pas grave, je vais les aider à rire. Mais rions, faut rire, quoi. Bordel, on est là pour rire, on n'est pas là pour ne pas rire. Faut pas se prendre au sérieux, quoi. Ok, très bien. Donc 3 piliers pour toi. Et est-ce que actuellement tu kiffes ta vie à toi? Écoute, grave. Des fois, je n'ose pas trop le dire, tu sais, parce que ça fait un peu, soit il ment, enfin, il ou elle, hein, peu importe la personne qui le dit, mais soit, ouais, c'est abusé, soit c'est pas vrai, c'est un mensonge. Euh, Moi, je la kiffe grave. Mais je la kiffe pas parce que, d'ailleurs, souvent, c'est un point que j'ai pas évoqué, mais on peut faire le parallèle ou la corrélation entre kiffer et réussite. On peut considérer que si je réussis ma vie, je la kiffe. Mais c'est quoi la réussite? Moi, la réussite, je gagne pas des millions, je suis pas un coach hyper célèbre, c'est pas vrai, hein, même si sur LinkedIn, on sait plus qui fait quoi, qui gagne quoi. Je parle de LinkedIn parce que c'est là-dessus qu'on s'est connus. Mais moi, je kiffe ma vie parce que je la construis exactement comme... Enfin, exactement non, mais le plus possible comme je la veux. Alors, aujourd'hui, je me connais très bien parce que quand on fait du coaching, c'est bien de se connaître quand même. Je me suis confronté à certaines peurs aussi, c'est aussi pour ça. Je vis un maximum d'expérience. Je fais des trails, je parcours dans la nature 60-100 km, quoi. Ça dure 24 heures. Enfin, oui, c'est dur en soi quand on ne connaît pas, mais c'est incroyable de vivre ça. Enfin, c'est des expériences qui n'arrivent pas dans une vie normale si on ne le fait pas. J'emmène des personnes en montagne pendant des marches narratives de 5 heures où on écoute la personne, où on mange de la raclette à l'arrivée. Je vois mes enfants et ma femme un max de temps. Je travaille pas, entre guillemets, ni le mercredi, ni le samedi, ni le dimanche. Et à partir de 16h30, où les enfants terminent l'école, je vais les chercher et je travaille plus vraiment. De temps en temps, je check les réseaux, mais je travaille plus. Enfin, du coup, je suis ultra disponible avec eux et c'est trop bien, quoi. Et je me rends presque plus compte de la chance que j'ai. C'est vrai que je me répète régulièrement que j'ai de la chance. Quand je vois mes amis ou autres qui ont gardé des vies dans lesquelles ils sont spectateurs, dans lesquelles on leur a dit qu'il fallait faire ça parce que c'est la sécurité, etc. Et c'est OK hein, s'ils l'acceptent. Malheureusement, la plupart des gens l'acceptent par défaut, par dépit. Quand je les regarde, je me dis que ouais, je suis carrément chanceux, quoi. Je fais un peu ce que je veux quand je veux. Ça fonctionne comme je le veux. C'est pas fini. Et voilà, je me connais, expérience, et je ris un maximum de temps. Et aujourd'hui, je suis avec toi dans ce podcast où je pense que c'est un super moment. Donc, ouais, je kiffe ma vie. Clairement, il y a toujours mieux, mais je la kiffe. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce qu'il y a eu des espèces de moments charnières où tu t'es dit ah ça y est, je commence à kiffer? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience dans ton chemin de vie à toi? Ah ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense que j'ai une forme d'insouciance qui fait que, ou de naïveté, peu importe, qui fait que je vois pas trop, je suis pas négatif, quoi. J'ai jamais eu de passage dans ma vie où je me suis dit, voilà, ça va pas, et puis d'un coup, il y a eu un switch, c'est bon, ça va. J'ai une forme d'insouciance où je suis assez souvent dans l'action, j'avance, je regarde pas trop le passé. Enfin, voilà, je suis un peu dans... C'est comme si j'ai l'impression que je naviguais dans un espace temporel où tout est OK. Pour autant, évidemment que j'ai eu des moments moins sympas qu'aujourd'hui. Euh, euh, je me rappelle d'une fois où je te dis ça, mais une fois où j'étais célibataire, j'étais seul dans un appart, c'était il y a une quinzaine d'années, hein. J'étais dans un boulot que j'aimais pas, et puis j'étais là, je me regardais, j'étais sur mon canapé, je faisais rien, je dis mais qu'est-ce que je fais ici? Donc là, ça fait quand même partie des moments où je me suis posé la question. Mais si tu veux, j'ai quand même de manière assez récurrente été à l'aise dans ma vie, kiffé. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a une vraie différence entre le moment où j'ai décidé de faire les choses en pleine conscience et avec intentionnalité, c'est-à-dire où j'ai quitté mon job, où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, où j'ai décidé de faire des trails, où j'ai décidé de prendre des risques parce que je les voulais moi. Donc ça, je considère que c'est une vie avec intention, en pleine conscience, et je fais des choix où tous les jours, je me dis, OK, est-ce que ça aligne avec ce que je veux par rapport à avant, où en fait, c'est comme si ouais, tu es un peu spectateur de la vie, tu as des horaires, tu fais les tableaux Excel, et puis tu essaies de
faire plaisir à un chef qui ne sait même pas qui tu es. Et parfois, c'était moi le chef qui était dans cette posture-là. Donc ouais, il y a eu quand même ce passage à l'entrepreneuriat qui m'a fait beaucoup, qui m'a libéré plein de choses. Mais après, attention, à côté de ça, quand j'étais dans une entreprise, j'avais des amis aussi incroyables et je passais des moments incroyables. Et c'était aussi bien. Mais il y a quand même une différence. Et cette différence, c'est le côté intentionnalité, pleine conscience, quoi, que je m'applique régulièrement, quoi. Et quand tu as transitionné là, de cet état où bon, tu avais des chouettes collègues, mais une vie du coup pas tout à fait intentionnelle et épanouissante à ta vie actuelle, comment s'est passée cette transition? Est-ce qu'il y a eu des obstacles, des problématiques spécifiques que tu as vécues? Oui, carrément. À la fois, j'avais ce côté insouciant, ce que je te disais, c'est-à-dire que, en fait, pour faire un tout petit peu de storytelling, pour replacer dans le contexte en tout cas, on vivait avec ma femme à Rennes, en Bretagne, il y a à peu près 3 ans et demi maintenant, à peu près. On a tous les deux des jobs, salariés, CDI, une maison, 2 enfants, qui sont toujours là évidemment. Alors c'est pas du jour au lendemain, mais après un petit enchaînement de certaines choses, on a décidé de tout quitter tous les deux. Et en fait, du jour au lendemain, on est parti de notre job, de notre île et de notre maison. Donc on a vendu la maison, on a quitté les jobs, et on a atterri tous les deux à Annecy sans rien. À ceci près qu'on avait quand même mon beau-père, donc le papa de ma femme, qui habitait ici, qui nous a hébergés. C'est aussi pour ça qu'on a pu le faire. Mais si tu veux, il y avait ce côté insouciant de allez, on quitte tout, on verra bien. Un peu. Ouais, en fait, on ne mesurait pas. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne mesurais pas les risques de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Je ne voyais que le côté ouais, ça va être cool. J'ai été manager, je sais parler aux gens, ils savent m'écouter, je devrais savoir coacher, normalement, il n'y a pas de souci. Et puis, je devrais facilement intervenir dans les entreprises, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un peu la croyance qu'on a au départ quand on se lance. En tout cas, celle que j'avais. Donc, j'avais cette forme d'insouciance qui a fait qu'on s'est lancé rapidement. C'est la chance. C'est ma chance aujourd'hui, c'est que j'ai souvent cette insouciance, je lance des choses et puis je vois si ça passe ou pas. Par contre, on a eu effectivement quand même des obstacles. Et les premiers que j'ai eu, moi, en tant qu'entrepreneur et coach, en l'occurrence, c'est qu'en fait, les clients ne viennent pas tout seuls. Qu'avoir un site internet, avoir des flyers, des cartes de visite, enfin, voilà, faire même du networking, j'ai même fait du networking, etc., ça ne marche pas. Ou pas assez, ou pas suffisamment rapidement. Et du coup, là, tu prends une claque dans la gueule en te disant, en fait, t'es pas fait pour ça, quoi. Parce qu'en fait, il y a un truc que tu mesures pas, c'est que avant, tu ne recherchais pas les clients. Et aujourd'hui, tu dois rechercher les clients. Et évidemment, il y a d'autres choses que tu fais que tu ne faisais pas avant. Mais pour moi, la grosse problématique quand on se lance, et d'ailleurs, c'est un des problèmes que je remarque dans tous les coachés que j'accompagne, donc tous les coachs qui veulent se lancer, c'est que très souvent, on raisonne en termes d'idéal. C'est un peu le why ou le pourquoi de Simon Sinek, c'est trouver votre pourquoi et tout ira bien. Donc souvent, l'idéal, c'est, voilà, je veux sauver le monde, ou je veux... Bon, là, je caricature un peu, c'est plus précis que ça, mais ça peut être, voilà, moi, mon pourquoi, c'était, je veux éradiquer, entre guillemets, la souffrance dans l'entreprise. Ok, chouette, j'ai un pourquoi, je connais bien le sujet, ça me fait vibrer, etc. Mais par contre, ça ne fait pas venir des clients, quoi. Et moi, aujourd'hui, ce que je dis à tous mes coachés, et ce que moi aussi je m'applique à faire, c'est l'obsession, ça doit être l'acquisition client. L'obsession, ça, tous les jours, vous devez raisonner en termes d'acquisition client. Et ça, au début, c'est un super obstacle, parce qu'on ne sait pas comment faire attirer des clients. On ignore que ça prend du temps, on ignore les méthodes, et en plus, on est bourré ou pétri de peur. Syndrome de l'imposteur, perfectionniste, peur d'échouer, peur d'abandonner, etc., peur d'être rejeté. Et du coup, ce combo fait que ça ne marche pas, quoi. C'est super dur. En plus du fait qu'aujourd'hui, on est dans un milieu ultra concurrentiel et qu'il faut s'extraire de ce milieu-là. Donc ouais, ça, c'était les obstacles. Le côté, waouh, en fait, tu prends une claque et tu dis, tu n'y arriveras pas. Et puis, tu comprends que ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, des hauts et des bas. Et après, tu rebondis sur les hauts comme sur les bas. Et puis, tu avances. Et après, c'est aussi une histoire de rencontre, bien souvent, etc., etc. Donc voilà, vraiment, le côté obstacle, c'est le côté, au bout de 3 mois, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de client, comment tu fais maintenant là ? C'est quoi la suite ? On t'a pas appris, quoi. Donc ça, gros obstacle, grosse difficulté. Ouais. Ok. Et vu que c'est ton métier là d'accompagner des coachs qui se lancent, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à un coach justement qui commence, qui galère à trouver des clients, puisque tous les coachs galèrent à trouver des clients au début. Est-ce que tu aurais quelques conseils pratiques à donner ? Ouais, carrément. Alors ça tombe bien parce que dans le Boost Camp, qui est l'accompagnement collectif que je propose aux coachs, c'est typique tous ces sujets qu'on évoque. Donc je vais essayer de donner de donner une vision à la fois simple, puisque c'est ma valeur, et j'aime ça, et en même temps actionnable. Du coup, les conseils que je donnerais, la première chose, c'est
Déjà, oublie tout ce que tu sais quand tu te lances. Je parle vraiment des personnes qui se positionnent au niveau du lancement. Je ne parle pas des personnes qui ont déjà un chiffre d'affaires et qui veulent, comme on dit, scaler ou croître, etc. C'est vraiment les personnes qui sortent de formation, qui ont une formation de coaching, voire qui ont une formation connexe comme la PNL ou je ne sais quoi d'autre, et qui veulent se lancer. Oublie tout ce que tu sais. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, oublie les croyances que tu as. Oublie également les croyances que ton entourage va te donner, parce que bien souvent, on est entouré de salariés et pas de gens qui ont réalisé ce que l'on veut réaliser. Et donc, écoute plutôt les personnes qui ont réalisé ce que tu veux réaliser et pas celles qui n'ont pas réalisé ce que tu veux réaliser. Parce que souvent, ces personnes-là vont travailler leur peur, voir leur jalousie, et ce ne sera pas les bons conseils. Donc, ne les écoute pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut les renier, juste ne les écoute pas. Oublie tout ce que tu sais et écoute ceux qui savent ou qui ont déjà réalisé. Première chose. Deuxième chose, tu laisses le regard des autres aux autres. Tu oublies toutes tes peurs. Tout ça, c'est que dans ta tête, c'est de représentation mentale. Tout le monde s'en fout de toi, personne ne te regarde, tout le monde t'oublie. Alors, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est pas parce que tu fais une vidéo, que tu écris un post ou que tu vas parler à quelqu'un que les personnes qui auront vu ce que tu as fait vont penser à toi toute leur vie. Au bout de 5 minutes, ils t'auront déjà oublié. Donc, fonce, tu balances, tu bombardes. Tu n'es pas là pour rentrer dans la légende, tu es là pour rentrer dans la tête des gens. Troisième chose, et là, je rentre plus dans les niveaux, on va dire, un peu plus concrets ou actionnables. Positionnement. Positionne-toi. C'est-à-dire, tu fais quoi exactement ? Si tu devais te pitcher en 1 minute, qu'est-ce que tu dirais ? Et d'ailleurs, c'est un exercice que je fais faire, moi, à mes coachés. Apprenez à vous pitcher en 1 minute. Un pitch, c'est pas 1 heure, sinon c'est chiant, c'est 1 minute. À l'essentiel, qu'est-ce que je fais, qui je suis, pourquoi je le fais, comment je le fais. Et donc, un positionnement. Est-ce que tu aides les infirmiers en burn-out ? Est-ce que tu aides les coachs à se lancer ? Est-ce que tu aides les femmes à mieux vivre leur congé maternité ? Enfin, j'ai n'importe quoi, mais c'est quoi ta position dans le coaching ? Tu n'es pas coach de vie, c'est pas ce que tu es, ça c'est ce que tu apprends, mais tu es un coach qui aide telle personne à faire quelque chose. Très important, idéalement, tu pars de toi. C'est quoi ta plus grande souffrance ? Quand tu trouves ta plus grande souffrance, ta lutte interne, puisque tu t'es relevé, tu vas pouvoir aider d'autres personnes à faire la même chose. Ça, c'est une question que je pose tout le temps. C'est quoi ta plus grande souffrance ? Si tu t'es relevé, il y a peut-être un truc à faire avec le coach que tu vas accompagner. Donc, positionnement, faire une offre, très simple, c'est pas la peine d'avoir 10 offres, une seule offre. Ça dure combien de temps ? Combien ça coûte ? Et qui est concerné ? Donc voilà, 8 séances, 2000 euros, peu importe. En visio, en présentiel, comment ça marche, etc. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vois beaucoup de coachs dont le positionnement change tous les jours. Et c'est OK, mais c'est pas grave. Mais c'est déjà pas mal de s'arrêter sur un positionnement. Ensuite, faut attirer du client. Et là, il faut trouver son marché et ses clients. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Tu n'as pas 36 solutions. La première, c'est tu vas parler à ton réseau. Premièrement, tu vas voir les gens que tu connais. Tu fais une liste de 50 personnes. Tu prends les 10 personnes qui auront le plus d'impact pour toi. Tu vas les contacter, tu vas leur pitcher. Et tu vas leur dire maintenant en quoi tu peux m'aider ou est-ce que tu es intéressé par mes services, etc. Quitte à le faire gratuit, ça te permettra d'avoir de la preuve sociale, de l'expérience et de la confiance. Preuve sociale, c'est les témoignages, etc. Donc, tu fais ça. Ensuite, tu prends un réseau social. Je conseille LinkedIn. Moi, je suis sur les 3, Facebook, LinkedIn et Instagram. Je conseille LinkedIn. Et tu écris tous les jours quelque chose. Et après, il y a des techniques de storytelling, copywriting, etc. Tu écris sur toi, qui tu es, ce que tu fais et ce que tu vends. Mais surtout qui tu es. Parce qu'au départ, on va regarder qui tu es, on ne va pas regarder ce que tu fais. Et après, quand tu as une audience, parce que c'est hyper important, tu vas commencer à proposer tes services. Donc, un réseau social, avec ton positionnement, ton offre, tu écris tous les jours. Et dernière chose, et après, j'ai fait des raccourcis, évidemment, il y a d'autres choses, mais dernière chose, tu prospectes tous les jours. Les gens, soit qui réagissent à tes publications, ce qu'on appelle l'inbound marketing, tu vas leur parler. Soit des gens qui ne te connaissent pas, mais qui sont dans ta cible, c'est-à-dire les personnes que tu peux aider, tu vas leur proposer ton aide, et tu vas faire ça de manière intelligente. Tu ne vas pas arriver ni comme un bourrin, ni en mode je fais semblant de m'intéresser pour proposer quelque chose au bout de 10 messages. Soit honnête, soit aligné en disant voilà, je suis Cédric, je fais ça. Si jamais tu as besoin, c'est avec plaisir pour un échange. Bon, sinon, au plaisir d'échanger, point. Et au plaisir de se suivre sur les réseaux. Et tu enchaînes et tu en fais 10 par jour. Et au bout d'un moment, mécaniquement, tu auras tes premiers clients. Voilà. Dans tout ce que j'ai dit, j'ai jamais parlé de site internet. C'est volontaire. J'ai jamais parlé de carte de visite. C'est volontaire parce que c'est pas ça qui fera ramener tes clients. Tu peux avoir une très belle vitrine. S'il y a personne qui passe devant, ça ne servira à rien. Le site internet avec le référencement SEO, tu as le temps de le faire plus tard. Tu paieras quelqu'un si tu veux. Par ailleurs, il y a des plateformes où tu peux le faire très facilement gratuitement. Mais c'est pour plus tard.
Et avant le site internet, je te conseille de faire une page de vente. Tu vas sur Notion, ça prend 10 minutes, c'est réglé et c'est fini. Voilà, j'ai t'ai plein de trucs rapidement. Évidemment, tout ça mérite à chaque fois des explications du coaching, etc. Mais c'est un petit peu l'espèce de tracé logique. Trop bien. Si je récapitule, c'est oublier ce qu'on sait, pas tenir compte de l'avis des autres, se positionner avec un pitch d'1 minute, avoir une offre sur un réseau comment dire, pitcher son réseau d'ailleurs, 50 personnes, en choisir 10 et prospecter quotidiennement. Là, tu disais 10 personnes par jour, voilà, plus si vous êtes très motivé. Ok, super conseil. Bravo, t'as une sacrée mémoire. J'ai complètement pris des notes, Cédric. J'ai pas du tout une très bonne mémoire. Ça s'est pas vu. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à d'autres personnes, alors pas forcément des coachs, des personnes qui voudraient recommencer à kiffer ou encore plus kiffer leur vie actuelle, qui seraient peut-être dans un moment un petit peu de down? Est-ce que tu aurais des conseils, des ressources à donner à ces personnes? Ouais. D'abord, c'est OK. Accepter que des fois, ça va pas. Parce que ça va pas pour tout le monde. Juste ça, déjà. Première chose, en prendre conscience, être bienveillant, pas se flageller, mais être bienveillant avec soi et puis se dire OK, ça va pas, j'ai compris, c'est une phase, la comprendre, l'accepter. Et puis, parce que c'est important pour la phase de deuil, en fait. En psychologie, il y a un outil qui est connu, qui est la courbe du deuil, de Anne Kubler-Ross, si je dis bien son nom, prénom et nom. Et c'est une phase dans laquelle on passe tous, à un moment donné, quand on a des pertes de quelque chose ou quand on vit quelque chose difficilement. Et on passe par le deuil avant de passer par le déni, le marchandage, l'acceptation, etc., etc. On est obligé de passer par là. Donc, il faut l'accepter, sinon on risque de ne pas vraiment s'en sortir. Enfin, quand vraiment on est dans le down. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'entourer. Bien s'entourer. Et prendre des personnes que j'appelle ressources et, allez, je vais être dur, mais c'est pas grave, éjecter les personnes toxiques. Les personnes toxiques, ce que j'appelle les personnes toxiques, c'est pas qu'en soi elles sont toxiques, parce qu'on a tous certainement un niveau de toxicité pour d'autres. Donc on est tous un peu toxiques, c'est comme ça. C'est plus les personnes qui, quand je suis avec elles me bouffent de l'énergie, quoi. Point. Arrêtons de faire des efforts. On n'est pas obligé de couper ou de dire je ne vais plus te parler, mais on peut aussi se mettre en avant, soi, se prioriser et pas prioriser les autres. Et pourquoi je dis ça? Parce que souvent, moi, dans mes coachings, j'ai des personnes qui adorent faire plaisir aux autres et qui ont tendance à s'oublier. Et dans les personnes à qui elles font plaisir, c'est souvent des personnes qui profitent de cette situation et qui, à l'inverse, ne leur font pas plaisir. Grosso modo, ça va donner des situations où il faut tout faire pour la personne. Par contre, si toi, tu as besoin d'elle, elle ne sera pas là, quoi. Voire même, elle va te reprocher de lui demander. Et ça, c'est interne. On le ressent en nous. Il y a une forme de tension, ce que j'appelle la dissonance cognitive. Il y a un truc, à un moment donné, où quand on est avec une personne, ça ne joue pas. Moi, mon révélateur, c'est quand je suis avec quelqu'un où j'ai l'impression de me sentir obligé de jouer un rôle. Tu sais, de presque faire attention à ce que je vais dire. À partir de là, c'est que on n'est pas aligné. Merci, au revoir. C'est pas ta faute, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Je n'ai pas envie de faire d'efforts, ou alors peut-être que je rate à côté de quelque chose, mais en fonction de la situation dans laquelle je suis dans ma vie, il y a des moments où je fais des efforts et d'autres, j'en ferai pas. Donc si on est dans le down, on ne fait pas d'efforts avec ces gens-là, c'est OK. Par contre, on se concentre sur les personnes aux ressources. Les personnes, quand on est avec elles, on est bien, quoi. Et elles vont nous écouter, elles vont éventuellement nous conseiller, mais elles vont avant tout nous écouter. D'ailleurs, petit conseil, quand vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas bien, arrêtez de lui donner des conseils, quoi. Juste écoutez-la, elle a juste besoin d'écoute. Ça, c'est le coach qui parle, mais arrêtez de dire il faut que, etc. C'est des injonctions, il n'y a rien de pire pour le cerveau. D'ailleurs, ça marche comme ça l'hypnose, hein, par suggestion et injonction. Donc ne conseillez pas, ne dites pas des il faut, dites juste je suis là, vas-y, parle. Je suis là, c'est avec plaisir, je ne te jugerai pas. Donc, et troisième chose, pardon, il y a un outil qui est en coaching connu qui s'appelle la roue des domaines de vie. C'est juste on prend certains domaines de sa vie, le travail, la famille, les loisirs, la santé, le sport, l'environnement physique et le développement personnel. Je suis peut-être allé vite, t'as pas dû prendre mes notes. Travail, famille, loisirs, santé, environnement physique, sport et puis développement personnel. C'est des domaines de vie dans lesquels on s'évalue, on se dit voilà, qu'est-ce qui cloche pas, et là où ça va pas, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Souvent c'est au travail, ça pêche. Malheureusement aujourd'hui c'est souvent lié au travail, mais ça peut être aussi à cause de la famille, à cause des amis, à cause du sport ou de la santé parce qu'on n'est pas bien, ou on ne s'autorise pas assez de loisirs. Regardez les domaines dans lesquels vous n'êtes pas bien et essayez de trouver des petites actions à faire très simples pour aller mieux. Si c'est le loisir, si c'est
prenons l'exemple du loisir, si c'est aller marcher 30 minutes en forêt une fois par semaine, bah faites-le, quoi. Voilà, autorisez-vous à le faire. Et dernière chose, j'ai oublié ce que je vais dire. Dernière chose, soyez ouverts. Parce que souvent, quand on est dans la phase de down, on a un état d'esprit assez fermé. On critique beaucoup les autres parce que, on est un peu en victimisation. Moi, je suis un adepte de la responsabilisation. On est responsable de ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Donc, si vous voulez sortir de là, n'attendez personne. C'est à vous de le faire. Alors, soyez ouverts. Soyez ouverts au changement, soyez ouverts aux autres, soyez ouverts à la prise de risque et soyez audacieux, quoi. Et l'audace, pour moi, ce qui est ma deuxième valeur, c'est hyper important. Audace, tester, tenter. De toute façon, il ne peut rien vous arriver de pire. Voilà un petit peu comment je leur dirais d'agir. Trop bien. Donc, accepter la situation, bien s'entourer, virer les gens toxiques, faire son petit check-up roue des domaines de vie et rester ouvert et responsable. Toi, j'imagine que tu as fait ta roue des domaines de vie plusieurs fois dans ta vie, justement. Est-ce qu'actuellement, ton équilibre te convient? Je pensais pro-perso, mais ton équilibre en général de vie actuelle, est-ce qu'il est OK pour toi? Écoute, ouais, il est plutôt OK. La seule chose qui me bouffe, qui est négative, on va dire, et je le placerai par rapport au domaine que je t'ai indiqué, loisirs ou développement personnel, je sais pas trop, c'est les réseaux sociaux. Ou dans la mesure où les réseaux sociaux font partie de mes leviers pour avoir du business, enfin d'activité. Je vis grâce aux réseaux sociaux parce que j'ai une activité digitale avant tout. Je suis obligé d'y être. Et comme beaucoup de monde, je pense aujourd'hui, c'est un énorme piège. C'est qu'en fait, on est aliéné par ces réseaux sociaux. Et en fait, là, j'en suis à un moment où ça devient compliqué et où je perds l'énergie avec ces choses-là, quoi. Donc, c'est vraiment la chose qui est source de fatigue, on va dire, actuellement. Donc, c'est à moi de trouver les leviers, c'est à moi de mettre des limites. Les limites en coaching, c'est vraiment d'avoir des comportements aidants. Un comportement aidant, ça peut être de dire... c'est un truc que je me suis déjà dit, mais que j'arrive pas à faire. À midi, tu coupes ton téléphone, tu vois, jusqu'à 8h du soir. Ce qu'évidemment, j'arrive pas à faire. Mais voilà, les réseaux sociaux, le téléphone en général, c'est devenu... j'ai besoin de ma dose de dopamine toutes les 5 minutes. Je suis en mode, faut que je regarde le téléphone. C'est devenu automatique, ce qui est pas normal, quoi. C'est-à-dire que quand je n'ai rien à faire ou que je réfléchis pas, automatiquement, mon cerveau va me demander une dose de regarde ton téléphone et regarde ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est terrible. Donc, j'ai de la chance d'être en montagne, de faire du sport en montagne, et d'avoir beaucoup de contact avec la nature qui me permet de beaucoup connecter. Mais quand même, j'essaie d'être vigilant à ça. Donc voilà, c'est le truc aujourd'hui, avec lequel je fais gaffe. Et en plus, avec les réseaux sociaux, on se compare. Et ça, c'est la pire des choses à faire. Bon, déjà, tu es lucide. Enfin, tu as l'air lucide sur la situation. Donc, tu as J'espère. une partie du chemin. Est-ce que tu as une sorte de vision, alors je sais pas comment l'appeler, projet de vie, mission, ce que tu veux, quelque chose qui te drive dans ta vie pro et ou perso? Ça, c'est le fameux... Ouais. Ma conviction, c'est que... en tout cas, je vais parler pour moi. Je pense pas que je puisse avoir une raison d'être ou une mission de vie. Je crois plus en la raison d'être évolutive, c'est-à-dire en fonction du contexte, de plein de choses, de l'environnement, du contexte, etc. À un moment donné, j'aurais peut-être une envie, une raison d'être, mais ça peut changer, quoi. Ce qui fait que je n'essaie pas d'avoir une forme de raison d'être que je poursuis, surtout dans la vie dans laquelle aujourd'hui on est bombardé d'informations et justement de comparaisons. C'est tellement compliqué d'avoir une visio et de s'y tenir sur 20, 30, 10 ans. Ça me paraît inconcevable, en tout cas pour moi. Du coup, je crois beaucoup plus en cette forme de raison d'être évolutive. D'ailleurs, j'invite tous les dirigeants, managers ou même coachs à lire un livre de Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organization, moi, c'est ma Bible. Ça a été ma Bible en tout cas. C'est un livre très inspirant et qui explique le fait que les entreprises devraient avoir plus des raisons d'être évolutives parce que l'environnement est tellement changeant que c'est OK d'avoir des missions différentes. Donc voilà, ça c'est pour une partie de la réponse pour te dire que j'ai plutôt la croyance d'avoir des raisons d'être évolutives et pas sur le long terme. Maintenant, si j'essaie quand même de faire un effort et de réfléchir à ça, ce qui est très compliqué pour moi, du coup, c'est que au niveau pro,
on va dire au niveau pro déjà. J'aimerais bien contribuer à être un acteur économique important. Et pour moi, être un acteur économique important, c'est un chef d'entreprise qui emploie des salariés, qui participe du coup à la vie économique et sociale. Parce que pour moi, être une entreprise, c'est pas que économique, c'est aussi et surtout social et sociétal. Donc j'aimerais bien avoir une contribution à la société à travers une entreprise de moyenne ou grande envergure, 10, 20, 30, 100 000 salariés, et dans l'idéal. Le but, c'est pas de faire d'une grosse boîte pour une grosse boîte, c'est vraiment d'avoir une contribution et un impact sociétal. Parce que je considère que l'entreprise, quelle qu'elle soit, du solo business à Elon Musk, a un rôle social et environnemental évidemment, mais aussi et surtout social aujourd'hui. Et j'aimerais bien y contribuer à travers une entreprise. Donc ça, ce serait quelque chose à long terme. Tu vois, j'aimerais bien avoir une boîte avec vraiment des salariés, impacter un management positif, inventer pourquoi pas des nouvelles formes de management. J'aime beaucoup ça, je faisais beaucoup avant dans mon ancien métier. Ça, c'est le côté pro. Donc tu vois, c'est assez éloigné de mes considérations de coach aujourd'hui. Donc je fais vraiment l'effort d'aller loin. Et côté perso, écoute, moi si tu me mets une raclette, de la bière et de la montagne, et mes enfants, ma femme, ça suffit quoi. Et mes amis évidemment. Ça sera déjà très bien. Trop bien. Tout à l'heure, tu parlais du livre Reinventing Organization. Est-ce que tu as d'autres ressources, que ce soit des livres, des films, des podcasts, que tu as kiffé et qui pourraient faire kiffer les gens prochainement? Ouais, alors, j'allais dire j'en ai tellement, mais ça fait prétentieux de dire ça. Non, pourquoi je dis ça? Parce que, et ta question elle est chouette, parce que moi je considère que la lecture c'est la meilleure des formations. Je suis un peu, et pourtant pendant 2 ans j'ai formé des personnes dans une académie, tu vois, des coachs à devenir coach. J'en ai formé plus de 250, mais je suis un peu contre les formations. En tout cas, le côté accumulation ou le fait d'empiler des formations pour des formations. Parce que j'en vois plein, des coachs qui font ça, parce que ça demande de l'imposteur, parce qu'ils veulent avoir des techniques, de la légitimité, etc. C'est pas la peine. Soit toi, la richesse, elle est chez l'autre, t'as juste à l'écouter, et toi, sois le meilleur entrepreneur possible. Ça, c'est important. C'est pas d'empiler les formations. Pourquoi je te dis ça, du coup? Pour reboucler avec ta question, parce que je considère que le savoir, il est avant tout. Déjà, le savoir, il est partout. Aujourd'hui, Internet, ChatGPT, etc., YouTube, c'est partout. Mais surtout, il a toujours existé dans les livres. Moi, je lis le plus possible, parce que c'est ce qui nourrit absolument tout ce que je fais aujourd'hui. Ce sont les livres et les expériences que je vis. Et donc, je lis beaucoup, et aussi, j'écoute beaucoup de podcasts, parce que comme je cours longtemps en nature, et que j'aime bien écouter un truc, j'écoute des podcasts. Du coup, en recommandation... j'en ai tellement, mais je vais essayer d'en donner quelques-uns. Sur le... Alors, pour le côté psychologie, biais cognitif, neurosciences, sciences cognitives, etc., parce que j'adore ça, c'est plutôt un auteur que je vais recommander, mais qui est compliqué. C'est Antonio Damasio. C'est le ponte américain, neuroscientifique, etc., qui a notamment écrit L'erreur de Descartes, qui est excellent. Des choses un peu plus... C'est pas que c'est accessible, mais plus simple quand même à lire. Il y a le côté système 1, système 2 de Daniel Kahneman sur les biais cognitifs. Pour tout savoir sur les biais cognitifs, c'est-à-dire toutes les erreurs partagées, c'est-à-dire on a des schémas automatiques tous. Se brosser les dents, c'est un schéma automatique, on ne réfléchit plus. Et on a des biais qui nous amènent vers des raccourcis comme ça pour aller vite, pour ne pas faire d'efforts mentaux. Sauf que ces biais, des fois, nous font faire des erreurs dans nos choix et nos comportements. Pour comprendre tous les biais qui existent, il y a des antennes, il y a ce livre qui est la base, c'est un système 1, système 2, ou je crois que c'est un autre nom en anglais, Thinking Fast and Slow, juste comme ça, de Daniel Kahneman. Sinon, aller pour la course à pied, je dirais Born to Run, parce que c'est incroyable, Born to Run sur le minimalisme. Sur les enfants, je donnerai évidemment Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez, incroyable aussi, basé sur des neurosciences aussi, et l'étude d'une classe pendant 3 ans, incroyable. Et après, il faudrait que je recherche, parce qu'à chaque fois, Naval Ravikant, pour le côté entrepreneuriat que tu dois connaître, qui est très connu, que tout le monde cite, évidemment. Et après, un dernier... Ouais, il est compliqué, mais il est quand même incroyable, c'est Nassim Taleb, Antifragile, pareil, qui est un peu connu dans la sphère d'entrepreneuriat, qui parle de l'aspect accepter l'imprévu, le hasard, pour devenir plus fort, quoi. L'antifragilité, c'est ça. C'est la résilience 2.0.
entre guillemets. Et puis podcast, le tien déjà. Il va falloir écouter le tien et mon épisode. Ça, c'est la base. Non, podcast, je dis donc oui, je rigole pas, le tien. Podcast, alors moi, ce que j'aime bien écouter, j'aime beaucoup, il y a Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, qui est la base, qui est connue. D'ailleurs, comment il s'appelle? J'avais un épisode que j'ai beaucoup aimé. Nicolas Amon. Nicolas Aymon. Je sais plus où tu après. Incroyable. Nicolas Aymon, je crois. Mais sinon, il y en a plein. J'aime bien les jeunes branches de Benoît Dubos, Scalesia, assez smart. J'aime beaucoup, c'est moins connu dans la sphère entrepreneuriale, Méta de Choc, qui est un podcast qui parle de métacognition. Et la métacognition, c'est de se poser la question de qu'est-ce que fait que je pense que je pense. C'est le côté être un peu en recul par rapport à ses pensées et ses émotions. Et là, il est incroyablement fourni, ce podcast, parce qu'il parle vraiment de sujets, tendances, même le coaching. Alors, il est assez critique, hein, c'est l'esprit critique, du coup, mais ça développe beaucoup cet esprit-là, et j'aime beaucoup de ça. Et puis un dernier, puis après, désolé, mes réponses sont longues. J'aime bien, allez, j'en ai deux rapides, j'aime bien Money de Jeremy Coleman, qui est un coach de coach, justement, qui est assez, il est assez direct, et j'aime bien un peu le côté authentique. Et Road to 10 Million de Théolio, qui parle un peu de son aventure entrepreneuriale avec son agence Oudac. Là, c'est beaucoup des podcasts entrepreneurs, hein, je te donne. Il y en a évidemment d'autres sur d'autres thématiques. Mais c'est des choses que j'aime bien. Et puis, mais ouais, lire et podcast, ultra important pour donner des informations nouvelles à son cerveau, ne serait-ce que ça. Merci pour toutes ces ressources. Et est-ce qu'il y aurait un autre enthousiaste ou une personne qui t'inspire que tu aimerais entendre à ce micro pour entendre ses conseils, ses histoires de vie? Je pense à quelqu'un qui a une histoire de vie juste ouf, dans le sens... alors, je te dis le nom de suite, il s'appelle Christophe Bichet. Tu connais Christophe Bichet? Ça te parle pas? C'est un coach conférencier, plus sur l'aspect conférence que coach, en l'occurrence, qui est... pourquoi je te parle de lui? Parce que après, il doit avoir après mon âge, peut-être un peu plus jeune, mais qui surtout a eu... il n'a pas eu de choses dans la vie. Il a été touché par des multiples cancers, il le raconterait d'une manière plus précise que moi, mais il passe beaucoup de temps de sa vie à l'hôpital, en gros. Et j'espère ne pas mal traduire ce que j'ai compris, ce que je nous ai rencontré, on se connaît. Mais c'est quelqu'un qui a fait de sa vie un combat. En fait, toute sa vie, il ne sait pas si le lendemain il sera là. Et il fait de l'escalade, alors qu'il a, il a plein de difficultés. Et en fait, son message, quand il parle, à travers, sur LinkedIn, il s'exprime. Et dans ses conférences, son message, il est là, quoi. C'est de dire, kiffer la vie parce que tu sais pas de quoi demain sera fait. Alors, évidemment, sa conférence, elle est beaucoup plus riche que cette simple phrase. Mais c'est hyper inspirant parce que tu le vois, il se rit aux lèvres et alors qu'il a une vie, tu peux être que gratifiant de ta vie quand tu échanges avec lui. Et pourtant, il t'inspire par son énergie, par son optimisme. Donc ouais, je te dirais lui, Christophe Bichet, conférencier, un pro de l'escalade, alors qu'il est, il est tout menu, parce que avec sa maladie forcément, mais pourtant il dégage une force incroyable, et il est super inspirant, et il fait des conférences pour beaucoup de boîtes, etc. Donc voilà, Christophe Bichet, je te fais une passe à mon petit Christophe, si tu écoutes, et j'espère que tu écouteras. Merci beaucoup. Écoute, je le contacterai de ta part, du coup. Avec plaisir. Si j'essaie de résumer tout ce qu'on s'est dit, et c'est impossible, mais je tente quand même, une vie kiffante pour toi, c'est une vie où le regard des autres, on n'en prend pas trop compte. En tout cas, on se fait sa propre vie, on essaie de vivre le plus d'expériences possible, on se marre. Si ça va pas, on s'entoure bien, on accepte la chose, on rééquilibre sa roue des domaines de vie, et on reste ouvert aux opportunités aussi. Est-ce qu'il y a d'autres gros piliers du kiff qu'on aurait oubliés pendant cette discussion, Cédric? Déjà, bravo, parce que tu fais un super résumé de tout ce qu'on s'est dit. Autre pilier du kiff qu'on aurait oublié... je vais te dire ma phrase, la phrase qui résume nos marches narratives. Si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes dans une vie sans peur, il n'y aura pas de kiff, quoi. Si c'est juste rester dans ce que vous savez faire, et c'est OK, hein, attention, hein, on peut l'assumer, c'est OK, mais voilà, moi je considère que si
Si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai. Et quand je dis peur, c'est pas sauter d'une falaise, hein. Je parle de peur interne, hein, d'accord, de peur dans laquelle on aurait du mal à s'exposer. Allez-y, quoi. Soyez audacieux. Réfléchissez toujours à faire des choses que vous n'avez pas fait. Une question que j'aime bien poser en coaching, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et déjà, si tu mets longtemps à réfléchir, c'est qu'il y a un problème. C'est que justement, ta vie, elle est trop réglée, quoi. Faites des choses qui vous bousculent. Allez vers des gens qui vous bousculent. Bousculez les gens, toujours avec bienveillance. Et si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai. Alors, allez-y, foncez, kiffez, et puis riez, il n'y a que ça nous règle. Merci Cédric pour ce mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeuristes ont envie de te parler? Bah écoute, LinkedIn, en premier, sur LinkedIn, Cédric Khalifa, vous m'écrivez quand vous voulez. Vu que j'ai un gros problème avec les réseaux sociaux, il y a de fortes chances que je vous réponde très rapidement, parce que j'y suis souvent. Non, mais sur LinkedIn, Instagram ou Facebook, mais surtout LinkedIn. LinkedIn, c'est très simple. Après, j'ai un site internet, etc. Mais aujourd'hui, on le sait bien, ça marche mieux à travers les réseaux sociaux qu'à travers les sites ou quoi que ce soit. Trop cool. Un dernier mot de la fin? Bah écoute, te remercier, premièrement, évidemment, te féliciter parce que c'est agréable d'être ici et que tu es dans l'action. Et moi, l'action, pour moi, c'est l'ingrédient numéro un pour kiffer et réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, te remercier et puis dire à ceux qui vont écouter allez, tiens, une phrase que j'aime bien, comme m'a dit une fois un professeur à l'université que j'ai retenu, vous en ferez ce que vous voulez, qui a dit une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Donc, vivez la vie que vous voulez. Merci Cédric. C'était un très bel échange et je te dis à très vite. Merci Nadège. Et voilà, cher enthousiaste, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus, d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont dispo dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus charmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du seau qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.